Est-ce qu'on peut, aussi longtemps après les faits, retrouver des traces, notamment des traces ADN, faire avouer certaines personnes? En tout cas, c'est ce que tentent les enquêteurs actuellement. Alors, retrouver des traces ADN, oui. C'est sûrement la raison pour laquelle les enquêteurs se sont saisis de la voiture du grand-père et de son van. Après, faire parler les gens en audition, c'est la spécialité des enquêteurs. Et donc, la technique de confronter plusieurs personnes ensemble est une technique des sections de recherche, notamment. Hein. Donc, les 4 personnes qui sont là, c'est pas par hasard, puisqu'il y a une dizaine d'enfants dans cette fratrie. Donc, les 2 personnes qui vont être confrontées avec leurs parents, c'est qu'à un moment ou un autre, ils ont tenu des propos ou donné une version qui colle pas avec celle de leurs parents, quoi. Hein. Mais il a été fait état de surveillance téléphonique, donc je pense que dans le temps, les surveillances téléphoniques, il y a un moment ou un autre où les gens se lâchent et peuvent dire quelque chose qui peut se retourner contre eux à l'occasion d'une audition. Marie-Victoire Dieudonné, du service police-justice de CNews. On a donc ces 4 gardes à vue. Elles peuvent être prolongées encore 24 heures, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Elles peuvent atteindre un maximum de 48 heures. Alors, on avait écouté l'avocate du grand-père lors de l'interruption de cette garde à vue, qui nous a expliqué être placé en garde à vue, ça ne veut rien dire. Alors, elle n'a pas entièrement tort dans la mesure où ici, on n'est pas du tout dans le stade de la mise en accusation. Elle n'a pas du tout encore été prononcée. Elle ne le sera d'ailleurs peut-être pas, mais nous sommes dans un stade qu'on pourrait appeler dit de la suspicion. Donc les enquêteurs feront leur travail pour confronter les déclarations entre elles, les confronter aussi avec des éléments matériels qui auront été relevés ces dernières semaines et ces dernières heures pour finalement ou bien donner lieu à un véritable rebondissement ou bien rester peut-être dans la continuité d'une enquête sur le temps long. On va écouter quelques réactions justement dans cette petite commune de la Bouilladie, 6000 habitants située entre Aix-en-Provence et Aubagne, après l'interpellation donc, des grands-parents maternels d'Émile. Il est strict, il est carré. Il est carré. Et c'est bien aussi. Je ne sais pas quoi penser de cette histoire. Ça va être comme le petit Grégory, je crois. Ça fait un peu peur, cette histoire. Ça fait peur quand ils vont chercher le tueur. Puis finalement, c'est sa famille. C'est un peu un choc, d'en parler au bar tout à l'heure avec les collègues. C'est pas commun. Ça reste un choc. Le kiné du village, et puis la maîtresse d'école, et puis ce petit bonhomme. Donc voilà. Donc pour lui, que la justice fasse bien son travail rapidement. Voilà pour ces réactions, Louis de Ragnel, dans ce petit village de la Bouilladie. C'est la stupeur en réalité, parce qu'il y avait sans doute des faisceaux de preuves, en tout cas qui avançaient, mais que le grand-père et la grand-mère maternelle soient placés en garde à vue, tout le monde est sous le choc en réalité. Oui, alors après, vous savez... Alors qu'ils sont présumés innocents, et je le rappelle. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, quand on fait des... Alors moi, je ne l'ai pas fait là, en l'occurrence, mais pour l'avoir fait par le passé, quand vous arrivez, qu'il n'y a pas encore d'acte d'enquête, souvent les gens ne disent pas grand-chose, ne veulent pas parler, et puis dès qu'il y a un acte d'enquête supplémentaire, là, les langues commencent à se délier, et puis des gens se disent « Ah mais oui, je l'ai toujours pensé » ou « J'ai toujours pensé que ça se passait comme ça ». Donc il faut aussi quand même rester un peu prudent par rapport aux réactions de gens qui, à raison, sont émus par ce qui se passe dans leur commune, qui ne fait pas parler d'elles comme ça tous les jours. Donc ça c'est des choses qu'on peut comprendre. Mais pour autant, faut quand même faire très attention à ce qui est avancé. Il faut vraiment s'en tenir aux communications du procureur de la République et éventuellement écouter ce que disent les avocats. Mais moi, ce que je trouve quand même intéressant, et là où il y a vraiment une avancée très forte depuis le début de l'enquête, c'est que la date de la garde à vue a été prévue il y a longtemps. Par les gendarmes qui ont donc perquisitionné et placé en garde à vue les 4 personnes ce matin. Et puis, par ailleurs, quand même, le cadre de cette garde à vue, homicide volontaire, recel de cadavres. Moi, autant le cadre de l'homicide volontaire peut évoluer, on l'a vu dans plein d'affaires, ça passe de homicide volontaire à homicide involontaire ou alors à tout à fait autre chose. Mais ce qui m'intrigue, c'est quand même la question du recel de cadavres, puisque vous savez, ça a été rappelé, il y a eu la perquisition de la jardinière qui était devant l'église il y a quelques semaines, et il y a eu sans doute eu une exploitation de ce qui a pu être constaté, croisé aux analyses téléphoniques, aux interceptions de sécurité qui ont été faites, eh bien sans doute on conduit les gendarmes à organiser ces gardes à vue simultanément
Donc tout est au même moment, c'est-à-dire que ce ne sont pas des auditions qui basculent parce que soudain il y a un élément intéressant. Donc les gendarmes ont vraiment fait ça tôt le matin, 4 personnes qui étaient bien identifiées à l'avance et pour essayer de les confronter. Avec les véhicules emmenés. Exactement, et donc essayer de confronter quand même les versions des uns et des autres au même moment, ils ne peuvent pas se parler. Et c'est ça c'est l'effet de sidération qui est aussi recherché par les gendarmes dans ce type de situation. Vous avez raison. Françoise Laborde. Oui, moi ce qui me frappe dans ce qu'on a entendu dans quelques témoignages, c'est ah mais si pas possible, on n'y croit pas. Moi je pense à un accident, mais je veux dire l'un n'empêche pas l'autre. J'allais dire ça peut être en effet un accident criminel. Et on le voit dans les affaires de maltraitance, quelle qu'elle soit, de mort d'enfants dans les familles. En effet, ça peut aussi être un accident. Il n'en reste pas moins que ça peut être aussi un acte criminel. Et quand c'est un accident et qu'on ne le déclare pas et qu'en effet on dissimule, c'est un problème. On est en ligne avec Julie Rigoulet, rédactrice en chef de Nouveau Détective. Bonsoir à vous. Cette affaire de Petit Émile a une dimension nationale. Elle a ému les Français depuis plus de 20 mois. Et aujourd'hui, on a ce rebondissement dans ce huis clos familial qui pose beaucoup de questions, Madame Rigoulet. Oui, avec justement l'arrestation de ces 4 personnes de la même famille. On ne sait pas beaucoup de choses de cette famille, sinon que c'est une famille nombreuse, une famille de 10 enfants, une famille très secrète, très soudée, qui vit un peu recluse. En tout cas, la mère de famille faisait l'école à la maison. Voilà, en fait, c'est une famille qui, depuis le début, interroge beaucoup. D'accord, mais pour autant, c'est une famille qu'on ne peut pas soupçonner d'être criminelle. Il y a eu, j'imagine, ces derniers temps, ces derniers jours, des avancées, notamment dans les écoutes téléphoniques, qui ont permis aux enquêteurs de dire on se lance sur des interpellations. Ce qu'on sait, c'est que de toute façon, depuis le début, l'enquête se poursuit. Elle n'a jamais cessé. Il y a eu d'autres rebondissements avant ça. Il y a eu, même quand on a découvert le crâne du petit Émile, ça s'est pas arrêté à ce moment-là. Donc effectivement, vous le disiez à l'instant, il y a eu des écoutes téléphoniques. Il y a eu aussi, on s'en souvient, il y a à peu près un an, cette mise en situation qui était une forme de reconstitution où on a demandé à 17 témoins qui étaient présents au moment de la disparition du petit Émile de revivre les derniers instants avant la disparition pour voir si là, tous les témoignages concordaient, s'il y avait des incohérences. Et puis, est-ce que ça aussi, ça a permis de faire émerger des incohérences? On a peut-être aussi fait appel au logiciel Anacrim, qui est un logiciel d'analyse criminelle, et qui, en fait, on passe à la moulinette tous les PV autour de l'affaire, et là aussi on détecte la moindre incohérence. Donc tout ça a fait que, effectivement, on en arrive aujourd'hui à ces 4 interpellations. Et sur cette dimension nationale de cette affaire du petit Émile, il y a d'autres affaires. On entendait des témoins qui disaient qu'ils pensaient que ça ressemblait à l'affaire du petit Grégory. C'est une affaire extrêmement qui bouleverse les Français. Oui, de toute façon, la disparition d'un enfant, c'est toujours le pire des scénarios. Ça bouleverse toujours les Français dans leur chair. Là, c'est vrai qu'on note quelques points communs avec l'affaire Grégory. C'est 2 mystères avec le même huis clos un petit peu, les mêmes investigations très longues, des rebondissements, des histoires à rebondissements, des histoires à tiroir. On a d'un côté cette haine chez les Villemain, cette haine familiale, chez justement dans la famille d'Émile, on a parlé de cette famille très secrète qui interroge beaucoup. On a l'impression qu'il y a autant il y avait des corbeaux chez les Villemain, on a l'impression que là aussi il y a eu des corbeaux qui ont dit des choses aux enquêteurs, et ils ont comme point commun ces deux affaires de susciter énormément d'interrogations beaucoup de temps après. Merci beaucoup, Julie Rigoulet, rédactrice en chef Nouveau Détective. On va écouter Arthur Herlin, journaliste à Paris Match, qui a passé de longues semaines à enquêter sur ce dossier. Il revient notamment sur le suicide d'un homme d'église, le père Claude Gilliot, qui était très proche des parents du petit Émile. Écoutez Arthur Herlin. J'ai été très proche du père Claude Gilliot, qui était le prêtre qui a officié dans la chapelle où ils avaient leurs habitudes, qui s'est donné la mort il y a moins de 10 jours. Dans les médias circulait une photo du couple des parents d'Émile où ils n'étaient pas à leur avantage, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'ils ils étaient avec un groupe d'extrême droite. Voilà, pour résumer. Et lui, il savait que ça ne les résumait pas, que c'était peut-être un passé. D'ailleurs, il avait dit on peut faire des erreurs de jeunesse. Ensuite, voilà, le père Claude m'a donné cette photo pour
pour finalement montrer que c'était un couple ordinaire, un joli couple. Et cette photo a provoqué l'ire du grand-père. Colomban, le père d'Émile, a simplement été déçu, l'a appelé. Le prêtre s'est confondu en excuses et ça n'a rien fait. Philippe Vedovini lui a dit que c'était un clown et que jamais il le reverrait. Et quelques semaines après, de retour du Haut-Vernay, il a fait pression sur le recteur de cette petite chapelle et indirectement sur l'évêché tout entier pour mettre le prêtre au banc. En fait, il l'a complètement évincé de cette chapelle. Voilà, Arthur Herlin, avec ce papier à suivre dans Paris Match jeudi prochain. Françoise Laborde. Moi, ce que je découvre, j'avais pas du tout compris cette dimension, c'est que le grand-père qui est aujourd'hui en garde à vue, c'est une personnalité très particulière quand même. Alors on sait qu'il avait déjà été mis en cause il y a quelques années dans une affaire de violence à enfants, quand il était, je sais pas quoi, enseignant, surveillant dans un établissement privé. Mais là, en plus, et c'est intéressant ce que nous dit Arthur Herlin, c'est que c'est une personnalité très particulière. C'est que c'est vraiment le patriarche qui domine toute la famille, 10 enfants, donc avec évidemment son épouse, mais qui vivent dans une sorte d'autarcie puisqu'ils font l'école à la maison, qui sortent pas. Enfin, c'est vraiment une famille soudée, unie, mais aussi un peu sous emprise peut-être de ce père de famille extrêmement autoritaire. Donc c'est vrai que du coup, ça donne entre cette personnalité dont on dit que c'est un homme à la fois brillant, intelligent, drôle, mais quand même qui tient, si je puis dire, un peu serré les rênes de toute la fratrie autour de lui, ça donne un éclairage nouveau et que je trouve, que moi j'ignorais totalement et que je trouve en effet très intéressant. Parce que c'est toujours au sein des familles que se nouent les choses les plus... parfois noirs. Bien sûr, et on rappelle qu'ils sont présumés innocents, tous ceux qui sont évidemment en garde à vue à l'heure actuelle, Jean-Sébastien Ferjou, et que cette affaire est encore loin d'être résolue. Oui, parce que des gardes à vue ne valent pas mise en examen, même si les mots qui ont été justifiés, les motifs, paraissent sérieux. Homicide volontaire et recel de cadavres, ça suggère quand même, les enquêteurs ne peuvent pas se permettre d'aller sur ce terrain-là sans avoir aucun élément pour soutenir un tel motif de garde à vue. Maintenant, on a connu dans le passé des qualifications qui avaient changé à l'issue des gardes à vue. Mais c'est vrai que c'est une affaire qui fascine les Français parce que c'est un huis clos, vous l'évoquiez, c'est un huis clos familial. C'est une famille qui a été par ailleurs critiquée de manière un peu incompréhensible en raison de ses convictions religieuses. On ne voit pas bien le rapport qu'il peut y avoir entre ce qui est arrivé, la tragédie qui est arrivée à ce petit garçon et le fait que ce soit une famille catholique, même très conservatrice ou traditionnaliste. Et c'est vrai que cette affaire-là a fasciné les Français comme d'autres parfois parce que on peut tous se projeter dans le drame que représente la perte d'un enfant. On va partir tout de suite dans la commune du Haut-Vernay où se sont déroulés les faits. Il y a plus de 20 mois, Frédéric Michel est l'envoyé spécial d'Europe 1. Vous vous trouvez sur place. Beaucoup d'émotions parmi les gens que vous avez rencontrés au Haut-Vernay. Frédéric ? Oui, dans ce village de montagne d'une centaine d'âmes, le réveil a été brutal, violent, me disait une habitante qui ne s'attendait pas à ce scénario. Beaucoup de portes restent fermées, la majorité des maisons sont inoccupées, on n'est pas en saison, les habitants vivant à l'année dans ce petit bourg sont peu nombreux et actuellement il y a plus de journalistes dans les rues de la commune et autour de la maison de vacances des grands-parents d'Émile, Philippe et Anne Vedovini. C'est là, dans le hameau du Haut-Vernay, que le garçonnet de 2 ans et demi a disparu le 8 juillet 2023 alors qu'il avait été confié la veille à la surveillance de ses grands-parents maternels. Aujourd'hui, la bâtisse est fermée, les volets sont clos. Ici, pas de perquisition comme à la Bouilladis, près de Marseille, au domicile de la famille. Et les rares personnes croisées au Vernay sont peu locales. Quelques habitants, vous allez l'entendre, ont accepté de parler. Ils insistent sur l'importance d'être prudents. Il y a juste des gardes à vue. Après, voilà, le temps de la garde à vue, l'enquête continue son cours et puis on verra bien comment ça va se terminer. On n'émet pas d'hypothèse, on n'a rien à en dire. Il n'y a pas à commenter ce qui n'est pas à commenter. Je vous dis que le village vit normalement, tout comme les autres villages aux alentours, comme si on habitait à Seine, et que ce n'est pas un sujet de conversation ni de suspicion au quotidien du voisin ou d'autres habitants, pas du tout. Et qu'il y a très peu de commentaires de faits sur la situation concernant le petit Émile. Voilà. Voilà, mais évidemment, tout le monde espère d'abord connaître un jour la vérité et connaître vraiment l'issue de ces gardes à vue. Merci beaucoup Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ces gardes à vue toujours en cours des grands-parents maternels et de 2 membres de la famille du petit Émile.